Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous en direct jusqu'à 21 h. Ce soir, 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, nous sommes avec éditorialiste Alain Duhamel. Covid, c'est le pari risqué du président Macron. Fatima Benomar. Harcèlement, l'État doit prendre sa part dans la lutte contre le sexisme, avoir une ligne claire et donner les moyens. Rafik Smati, chef d'entreprise, il faut arrêter le quoi qu'il en coûte. Certes, la crise Covid continue, mais les finances publiques et la note, ça va avoir un coût. Et puis Thérèse Argot, Pierre Ménès, l'affaire dont tout le monde parle. Attention à ce que la lutte contre les agressions sexuelles, la lutte contre le sexisme ne mette pas non plus les hommes hors jeu, les mettre de côté. C'est parti, on va commencer avec Thérèse Argot, philosophe et sexologue, de l'affaire DSK à l'affaire Pierre Ménès. On a 10 années qui ont passé, 10 années de libération de la parole des femmes sur les affaires d'agression sexuelle, ce dont se félicite d'ailleurs Elisabeth Moreno. Et elle le rappelle, un baiser forcé, même avec du public qui applaudit sur un plateau, ce n'est pas anodin, c'est une agression. J'ai vu les images, j'ai vu les vidéos, comme beaucoup de personnes. J'ai été choquée qu'une personne se lève sur un plateau comme ça et aille embrasser une personne qui ne s'y attend pas, par surprise. Je veux juste rappeler que ça s'appelle une agression sexuelle. C'est pas parce que c'est sur un plateau et que c'est en direct que ça n'est pas une agression sexuelle et que ce genre de geste est puni par la loi, que l'on soit connu ou moins connu. Alors je respecte la présomption d'innocence. Maintenant, soyons conscients, les images parlent d'elles-mêmes et moi j'ai été choquée par ces images. Alors on est choqué par les images, certes. Pierre Ménès aujourd'hui devient un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, mais attention de ne pas tomber dans la chasse aux hommes. Thérèse Argot, philosophe, sexologue, 90 secondes chrono. C'est parti, c'est pour vous. Oui. Maintenant, c'est au tour de Pierre Ménès. J'ai l'impression que chaque semaine ou même chaque jour, il y a des nouveaux faits. L'accumulation des récits, l'accumulation de ces récits-là d'agression sexuelle crée un sentiment collectif de ressentiment aussi envers les hommes. Et c'est celui-là que je crains et que je voudrais mettre en garde aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, dans cette affaire-là, les hommes sont aussi victimes de ces hommes, de ces quelques hommes qui posent des actes d'agression, de violence à l'encontre des femmes. Pourquoi est-ce que les hommes en général sont aussi victimes? Parce que ça crée donc ce sentiment de ressentiment. Nous devons renoncer à avoir ce sentiment de ressentiment. D'abord parce qu'il place les femmes comme des éternelles victimes d'une domination masculine, alors qu'on peut aussi prendre en charge notre vie, notre responsabilité comme ce qui est en train de se passer actuellement. Mais en plus parce que, et c'est cela que je voudrais souligner ce soir, c'est que ça crée des conséquences aussi sur les hommes en général. Ça inhibe aussi certains hommes dans leur rapport avec les femmes. Et j'ai envie de dire, c'est la sexologue qui parle, je le vois en consultation, des jeunes hommes qui viennent me voir en me disant, vous savez, c'est pas facile d'être un homme aujourd'hui, vous savez, je n'aime pas être un homme, j'ai pas envie d'être un homme, ils ont une vingtaine d'années et ils se sentent mal, ils se sentent coupables de finalement porter cette responsabilité collective que serait que les hommes seraient en général des agresseurs, des prédateurs sexuels. J'ai aussi un autre exemple. Il y a quelque temps, j'ai été dans une université parisienne pour parler justement des rapports, on parlait des applications de rencontres et dans des universités, des étudiants utilisent maintenant les applications de rencontres pour se rencontrer parce qu'on se sent plus en sécurité derrière un écran plutôt qu'une rencontre directe avec une personne. Et c'est ça que je crains, c'est que ça vienne altérer les rapports entre les hommes et les femmes au nom de quelques personnes qui commettent des actes intrinsèquement graves qu'il faut dénoncer et surtout condamner. C'est un point de vue osé qu'il fallait tenir. Fatima Benomar. D'abord, sur le caractère massif, le plus problématique, c'est qu'on n'a pas de données. On sait par exemple, ça c'est reconnu au plus haut niveau de l'État, qu'une femme sur 5 en France a déjà vécu du harcèlement sexuel au travail. Sur les conséquences, parce qu'il faut quand même penser à elles, on sait que 95% de ces femmes qui vont porter plainte pour harcèlement sexuel vont perdre leur emploi. Donc ça, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la chaîne. Après, sur la question de la confusion, je pense, qui est sans cesse mis dans le débat sur la question de la drague, de la séduction et sur la question des violences sexuelles. Dans tous les profils dont on parle, que ce soit DSK, que ce soit Baupin, que ce soit Weinstein, on n'est pas dans le cadre d'hommes qui ne savent pas comment séduire, qui sont même, je sais pas, célibataires ou quoi que ce soit, et qui n'y arrivent pas. Ce sont des prédateurs qui mettent en place des systèmes de prédation. Et sur tout l'argument qui est présenté sur le fait que les hommes n'arrivent plus à savoir ce qui relève de la drague et ce qui relève du harcèlement, j'avoue que j'ai quand même du mal à le trouver recevable parce que moi, par exemple, si quelqu'un me plaît,
dans ce moment-là, je deviens bac plus 10 en signe de consentement. C'est-à-dire que du moment où j'échange un regard, où j'essaie de faire comprendre quelque chose, jusqu'à ce que nos lèvres se croisent peut-être, je suis pleine de capteurs, de signes de consentement. D'abord parce que j'ai très peur de prendre un râteau. Et puis, et c'est pas du tout ce qui se passe dans toutes les affaires qu'on commente, que ce soit l'affaire Ménès ou quoi que ce soit. On ne voit pas des hommes qui angoissent parce qu'ils ne savent pas comment acquérir. Vous avez raison, on distingue bien. Donc il y a ces hommes-là, vous avez raison. Ils ne sont pas du tout dans cet ordre-là. Je dis simplement que le danger, ce serait finalement de créer un ressentiment collectif envers les hommes. Le ressentiment, je crois que tant qu'il y aura du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, on ne va pas en plus demander aux femmes de prendre sur elles et de ne pas avoir du ressentiment. Vous avez effectivement vos consultations. Moi, ce que je peux vous dire... De dépasser la rancœur, on peut l'espérer, voilà, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire dans notre permanence, c'est que quand on pose la question, si un jour on fait un couvre-feu des hommes, qu'est-ce que vous allez faire? Toutes les femmes disent... Je vais sortir dans la rue, expérimenter ce que c'est que de traverser Paris, je dis Paris, puisque j'y vis, la nuit, sans avoir peur de rencontrer un homme. Et sur la dernière chose que je voudrais dire, c'est que effectivement, la drague, la bonne drague ou la mauvaise drague, je ne sais pas, il n'y a pas de garantie de bonne réponse. C'est-à-dire qu'elle est soumise au fait qu'il y ait le consentement de l'autre. Or, toutes les affaires de harcèlement, c'est quoi? Ce sont des hommes qui, face à l'expression d'un refus, ne respecte pas ça. Et c'est là que commence le harcèlement, c'est-à-dire ou bien quelque chose de revanchard, ou bien une insistance. Permettez de voir ce qu'en disent des hommes dans cette histoire. Alain Duhamel. Moi, je suis sensible à l'argument selon lequel il ne faut pas généraliser la culpabilité. Ça me paraît évident. Je veux dire, tout séducteur n'est pas un prédateur, heureusement. Et tous les hommes ne sont pas des coupables potentiels, heureusement aussi. Alors, vous avez raison de dire que dans les entreprises, par exemple, celles qui sont d'une manière ou d'une autre agressées et qui sont évidemment bien trop nombreuses, ont du mal à se défendre parce que une plainte est effectivement une prise de risque professionnelle. Donc, je sous-estime pas du tout ça. Mais je crois que la tentation, quand on parle de cas qui sont très nombreux, mais en ce moment on parle surtout de cas de personnalités, voire de célébrités, évidemment leur comportement, je veux dire Ménès, son comportement, personne ne peut le défendre, d'ailleurs même lui ne le défend plus. Disons qu'il me semble qu'il avait une propension naturelle quand même à être un peu lourdingue à tous les sens du mot. Pour autant, je comprends et j'approuve l'idée de ne pas culpabiliser un sexe par rapport à l'autre. Donc, il faut à la fois défendre ce qui doit être défendu et en même temps ne pas considérer l'autre moitié, si j'ose dire, comme présumé coupable. Rafik Smati. Tout est une question d'équilibre. En fait, madame, votre raisonnement est dangereusement efficace. En réalité, je n'enlèverai pas une seule virgule à ce que vous venez d'exprimer avec une hauteur de vue, avec une abstraction, une conceptualisation. Et évidemment, on ne peut être que d'accord avec vous. Le seul risque que je vois, c'est qu'un tel raisonnement, la contrepartie de ce raisonnement-là, soit pris par certains comme une minoration du phénomène réel que nous avons en face, un phénomène de sexisme dont les femmes sont objectivement plus victimes que les hommes. Donc vous avez cette hauteur de vue qui fait que vous êtes capable, de par votre expérience notamment, d'introduire cette nuance. Je crains, hélas, que ça ne soit pas le cas de tous et que certains se servent de vos arguments pour minorer un problème qui, lui, est réel. Thérèse Argot. J'ai voulu en parler ce soir parce que je pense qu'on a aussi, ici, on est sur un plateau télé, on a aussi un devoir de remettre de la nuance, de la complexité pour éviter des raisonnements trop faciles qui se font parce qu'en fait, on a quand même... Voilà, qui n'est pas nuancé et qui a des raisonnements trop faciles aujourd'hui? Non, c'est-à-dire que c'est l'accumulation des faits qui peut générer ce sentiment-là. Chez toute personne qui allume son poste de télévision, qui entend la multiplication de ces faits, chez toute personne qui lit ce journal, ces faits sont graves, intrinsèquement graves, je l'ai dit et je le redis, je les condamne. Simplement que nous apportons ici vraiment de renoncer, de refuser ce ressentiment collectif dans lequel on peut forcément être entraîné par le coup de l'émotion parce que ça génère une émotion négative. Non, mais le coup de l'émotion ou une espèce de vindicte aujourd'hui
aujourd'hui qui cloue l'homme de facto parce qu'il est homme au pilori et donc il est présumé coupable. C'est ça. Et puis un autre élément que je voulais dire, c'est que... Soyons clairs, c'est aujourd'hui il y a des mouvements féministes qui de facto clouent les hommes au pilori. Bien sûr, et donc on les connaît, ces militantes féministes qui tiennent des discours qui sont sans nuance et qui sont dans une généralisation que moi personnellement je condamne et je ne me reconnais absolument pas dans ce féminisme-là. Je pense que ça dessert la cause des femmes et ça ne permet pas d'entretenir des rapports entre les hommes et les femmes qui soient constructifs et positifs. Déjà, je pense qu'effectivement on bouscule et qu'on déstabilise la société quand on dit ça, mais moi je pense que les faits sont plus massifs. Rien que sur l'inceste, on est dans la reconnaissance qu'un Français sur 10 a été concerné par des faits incestueux. Je pense qu'il y a tout un tas de codes, et il y a un très bon livre qui s'appelle Une séduction à la française, qui montre qu'il y a sciemment une ambiguïté qui est tout le temps mise sur la question du harcèlement sexuel et la question de la drague, qui ne sont pas une différence de degré, mais une différence de nature. Oui, et ça je suis d'accord avec vous. Pour moi, ça c'est un vrai problème. Et finalement, que vous disiez que les hommes que vous consultez sont déstabilisés, je pense qu'il va falloir en passer par là. Il va falloir qu'il y ait une profonde remise en cause sur les codes les plus hégémoniques, on va dire, de la séduction, c'est-à-dire tous les mots que j'entends quand je fais des interventions au collège. Faisons un peu de ressenti personnel. Aujourd'hui, est-ce qu'être un homme et avoir 20 ans au travail ou dans les transports en commun, si jamais on se dit, tiens, cette jeune fille, et si je l'abordais, est-ce qu'aujourd'hui, on ne se retrouverait pas complètement bloqué, paralysé en disant, si je la regarde, si je l'aborde, ou si jamais je pose ma main en disant, mademoiselle ou madame, et on se dit, flûte, quelle va être la réaction, et est-ce que je ne suis pas potentiellement, je ne vais pas être accusé d'agression, vous comprenez ce que je veux dire? Alors déjà, je pense qu'il n'y a aucune femme qui a monté en écumble ou s'est retrouvée au commissariat pour dire, il y a un homme qui m'a abordé. Non, mais sans être au commissariat, n'allez pas jusqu'au commissariat, c'est le ressenti. Oui, le ressenti. Il faut un moment débattre, parce qu'effectivement, là vous parlez de votre expérience d'homme qui s'entend. Ah oui, je parle en tant qu'homme, oui. Demandez à toutes les femmes autour de vous. C'est pour ça. De l'autre côté, c'est quoi? C'est que vous êtes le numéro 32 de la journée. C'est que quand une femme Est-ce que toutes les femmes en ont eu 32 dans la journée? Peut-être pas toutes les femmes, mais il y en a beaucoup. Et moi, effectivement, quand il y a un premier homme qui m'a abordé, un deuxième, un troisième, un quatrième, au bout du 5e, c'est vrai que j'ai un côté, non, s'il vous plaît, monsieur. Et alors, s'il rentre dans l'insistance, allez, s'il vous plaît, madame, nanana, ou s'il s'offusque, et là, ça devient sale pute, tu te crois belle. Enfin, voilà, on sait très bien ce qu'on entend dans la rue. Ça devient problématique. Et à un moment, on ne peut pas refuser qu'à la fin de la journée, il va falloir édicter un nouveau code pour aborder les femmes. Je crois qu'il y a quand même le point essentiel que vous défendez. Et évidemment, je vous rejoins sur ce point-là, c'est qu'il ne doit pas y avoir dans notre société une présomption de culpabilité sur les hommes. Et évidemment, sur ce point-là, vous avez raison. Le seul risque, et j'insiste, quand on formule les hommes sont aussi victimes, ça peut laisser sous-entendre que les hommes et les femmes sont de la même façon victimes. Non, des victimes collatérales, c'est ce que vous disiez. Non, victimes collatérales de faits extrêmement condamnables, comme c'est le cas de Ménès, et que ça a des conséquences sur la gente masculine en général. C'est juste dire que ça a aussi des conséquences sur les hommes. D'abord, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi? C'est que c'est quelqu'un qui est médiatisé, c'est-à-dire que il y a aussi un rôle d'exemplarité, mine de rien. Il donne un extrêmement mauvais exemple aux jeunes qui le regardent, aux hommes qui les regardent. Donc c'est pour ça que ça doit être condamné. C'est pour ça que c'est important de faire son procès aussi médiatique pour bien dire que ce comportement n'est pas possible. Mais je veux dire par là, c'est que ça a des conséquences aussi sur les hommes, pas seulement sur les femmes, sur leur rapport eux-mêmes, sur ce ressenti dont vous parlez très justement, que je voulais relever un peu ce soir, parce qu'on en parle rarement. Il faut tenir compte du fait qu'on est dans une période spécifique. Oui. C'est-à-dire qu'on est de la période pendant laquelle la question du comportement blâmable de certains hommes est devenu non seulement un sujet de société, mais une quasi-obsession dans l'actualité. Et que dans ces conditions-là, inévitablement, si j'ose dire, on résonne en pleine maelstrom d'émotions. Bon, ce qui est la pire des conditions pour le faire. Et donc par la force des choses, il y aura des réactions qui, je pense, pendant plusieurs années, je pense que ça durera bien une décennie en tout cas, seront extrêmement négatives pour les hommes. Je pense que les hommes seront en difficulté parce que les hommes seront, pendant toute cette phase-là, soupçonnés. On va voir ce que nos intervenants ont pensé de votre prise de position, Thérèse Argot. C'est l'heure du jugement de se prononcer.
Rafik Smati, convaincu ou pas? Je suis arrivé pas convaincu par le titre et la formulation, mais je suis évidemment convaincu par l'argumentaire de Thérèse Argot, donc je vote pour. Fatima Benomar. Parce qu'elle met le débat, pardonnez-moi, à un bon niveau. Oui, et ça, c'est important de le dire. collatérale. Absolument. Fatima Benomar. Non, et je voudrais vraiment témoigner d'une chose dans nos permanences, c'est que pendant toute la première demi-heure, on reçoit une femme. Elle est en train de minimiser ce que lui ont fait subir les hommes, et non seulement elle se victimise pas, mais elle culpabilise. Et tout notre travail, c'était de lui expliquer que franchement, le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle, c'est la faute de cet homme en face et pas d'elle. Alain Duhamel. Moi, je suis assez convaincu. Je suis convaincu par l'argumentation, donc oui, je me mets parmi les convaincus, tout en étant conscient que on est parti pendant vraiment, en tout cas une demi-génération, de pénitence masculine collective. Pénitence masculine collective. Je retiens votre Rafik Smati, c'est lui maintenant qui va prendre position. La crise Covid continue. Je pense que vous en êtes aperçu, ce n'est un mystère pour personne. Le quoi qu'il en coûte aussi, parce que les aides, les entreprises en ont besoin. C'est d'ailleurs ce que rappelait le Premier ministre Jean Castex, c'était mardi dernier sur BFM TV. Tant que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il serait beaucoup plus dangereux, y compris pour notre économie, de cesser de la soutenir et donc de couper les aides, puisque c'est votre question, parce que ça aurait des conséquences économiques dramatiques. Oui, mais voilà, Rafik Smati, chef d'entreprise, le quoi qu'il en coûte doit s'arrêter, quoi qu'il en coûte. On arrête les frais, c'est parti, 90 secondes, chrono, Rafik. Alors évidemment, il ne s'agit pas de couper bêtement les aides, comme le dit Monsieur le Premier ministre. Je voudrais attirer votre attention sur une réunion qui a eu lieu hier à l'Assemblée nationale. Une réunion, un débat dont le thème était « Faut-il payer ou annuler la dette publique ?» Alors moi, je trouve absolument surréaliste, hallucinant, que parmi les hypothèses qui sont sur la table de nos députés aujourd'hui, il y ait l'annulation pure et simple de la dette Covid. Moi, je préférerais voir des députés qui bossent sur comment on va s'en sortir plutôt que de comment on va annuler ça bêtement. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai le sentiment, là, sur cette histoire de dette Covid et de quoi qu'il en coûte, que tout le monde est en train de devenir fou. Tout le monde va de son concours l'épine. Vous avez ceux qui veulent taxer l'épargne, il y a ceux qui veulent annuler la dette, tout simplement. Il y a ceux qui veulent taxer l'ISF. Alors ça, c'est démago possible, parce qu'il faudrait plus de 50 ans d'ISF pour rembourser tout le quoi qu'il en coûte. La réalité, c'est que, pardon de décevoir ceux qui croient en l'argent magique et qui croient que le quoi qu'il en coûte va être absorbé par miracle, oui, il va falloir le rembourser un jour. Et la seule manière de rembourser une dette, c'est de créer de la croissance. Et pour créer de la croissance, eh bien, il faut baisser les impôts. Pourquoi ? Parce que c'est les entreprises et les forces vives qui créent de la richesse. Mais pour baisser les impôts, il faut réduire le train de vie de l'État. On en arrive toujours au même problème. Vous aurez beau retourner le problème dans tous les sens, impossible de nous en sortir sans une réforme drastique de l'appareil d'État et de notre modèle social, ou alors on confie la patate chaude aux générations futures. Le quoi qu'il en coûte, pour gérer une crise, oui, mais pour endetter durablement les générations futures et leur mettre un boulet au pied, non et 1000 fois non. Ah là, il fallait l'oser. Pour rembourser la dette, il faut baisser les impôts et réformer l'État. Alain Duhamel, c'est à vous. D'abord, place au débat. Je suis content que vous soyez tellement fidèle à vous-même. Parce que je crois que depuis qu'on débat, il ne s'est pas passé une seule fois sans que vous expliquiez à quel point il était important de baisser les impôts. Non, mais c'est un nœud gordien, Alain Duhamel. C'est un nœud gordien de notre société aujourd'hui. Oui, non, mais il m'est arrivé de réfléchir au sujet, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que, d'abord, à mes yeux, vous confondez le quoi qu'il en coûte avec la question de la dette. Le quoi qu'il en coûte, ça va bien au-delà de la dette. Le quoi qu'il en coûte, c'est l'aide aux entreprises. Le quoi qu'il en coûte, c'est la protection de ceux qui se trouvent dans des situations familiales, personnelles, individuelles, épouvantables en ce moment. Le quoi qu'il en coûte, c'est le parapluie social depuis le début de cette crise. Le quoi qu'il en coûte, c'est la sauvegarde de l'économie. C'est ça aussi, le quoi qu'il en coûte. Mais je dis le contraire, seulement... Non, mais... Je dis le contraire. Mais je ne dis pas le contraire, mais vous n'avez pas présenté ça. Vous êtes parti du quoi qu'il en coûte, et en fait, vous avez parlé de la dette. La dette, c'est une dimension. Le quoi qu'il en coûte, c'est 250 milliards d'euros que nos enfants devront rembourser un jour. Non, mais je sais bien. Je ne vous dis pas que la question de la dette n'est pas importante. Et je suis d'accord avec vous sur le point. Évidemment, ça n'est pas l'annulation, qui d'ailleurs est un fantasme, qui serait la solution. En revanche, il y a tout à fait des moyens, on le sait très bien, d'étaler. C'est une question de calendrier et d'action collective.
collectif, je veux dire, des États, ce qui est un peu plus compliqué. Mais ça s'entend, hein, l'argument. De dire au moment où il faut sortir, si on veut de la croissance, il faut baisser les impôts, ça s'entend. Il y a eu d'autres économistes qui l'ont dit. Le vieux réflexe français, c'est de créer des impôts. En ce moment, il n'y a pas tellement d'économistes qui disent en ce moment il faut baisser les impôts. Il y a plutôt des économistes qui disent il faut augmenter les impôts, ou d'autres qui disent il ne faut pas toucher aux impôts parce que ça n'est pas en ce moment l'instrument naturel. Vous avez oublié le premier maillon de ma chaîne qui est important. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit bêtement qu'il fallait baisser les impôts. Je dis on réforme l'appareil d'État et le modèle social, puis on baisse les impôts. C'est dans ce sens-là que ça baisse. Alain Duhamel. Et moi, je vous dis, dans la période qui commence, on va avoir au contraire besoin, en tout cas pendant 2 ans, peut-être 3, peut-être 4, je n'en sais rien, d'ailleurs personne ne le sait exactement, mais on va avoir besoin d'aider. Et on va avoir besoin de financer la reprise. Il faudra financer la reprise et en même temps protéger les gens. Et quand on finance la reprise par des méthodes qui étaient inimaginables il y a 2 ans, inimaginables, on est quand même dans une période totalement nouvelle. Bon, on sait qu'il va falloir financer la reprise. Mais notre modèle social et étatique est absolument efficient pour financer cette reprise. Il faut qu'on finance la reprise et il faut qu'on protège ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Eh ben, on ne peut pas en même temps financer la reprise en plus des dépenses de l'État. En ayant un État, en étant efficient et des politiques publiques. Excusez-moi, là, vous rêvez, ou plus exactement, vous feignez de rêver, évidemment, et surtout vous confondez, volontairement bien sûr, les calendriers. Faire baisser la part de l'État, faire baisser la part de la fiscalité, etc., c'est possible, c'est souhaitable, ça demande une décennie, peut-être 2. Financer la reprise et protéger ceux qui ont besoin, c'est tout de suite. Fatima Benomar. Juste pour moi, non seulement le quoi qu'il en coûte, mais en plus la préservation et la sauvegarde du modèle social, c'est au-delà du bon sens. Pour moi, c'est limite un réflexe reptilien. C'est-à-dire même dans les espèces animales, vous voyez que quand l'hiver arrive ou qu'on attend une crise, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'argent de côté. Et en fait, le trésor du peuple, c'est face à des situations d'imprévu, que ce soit une guerre ou que ce soit une pandémie, d'avoir de quoi résister. C'est-à-dire que là, on met de l'argent de côté pour affronter justement une épreuve. Et justement, après, pouvoir se relever. L'argent public, le modèle social, c'est quoi? Et pour travailler dans le secteur du médico-social, dans le secteur du handicap, d'ailleurs, qui est un grand oublié du Ségur, évidemment qu'il faut augmenter plutôt la protection sociale, les salaires des personnes qui travaillent dans ce genre de secteur, les services publics. Il faut investir le plus. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la France, c'est l'un des pays qui a le mieux résisté quand il y avait eu la crise du subprime. C'est parce qu'on avait un modèle social assez fort pour que les gens ne s'effondrent pas et qu'ils puissent se rattraper sur leurs minima sociaux et leurs droits sociaux. Pardon, mais donc, je voudrais bien sûr qu'on parle de la même chose. Le modèle social dont vous faites l'éloge, c'est bien le modèle social qui produit 10 millions de pauvres. Non, ce qui produit des millions de pauvres. Qui produit 2 millions de personnes chaque année qui vont s'alimenter au Resto du Cœur. C'est le modèle social dont vous vantez le mérite aujourd'hui. C'est les politiques qui sont menées depuis, on va dire Chirac. Chirac, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué aux retraites, il s'est attaqué au nombre de fonctionnaires, il s'est attaqué aux services publics. Qu'est-ce qu'il a fait après Sarkozy? La même chose. Il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires dans notre pays. Toutes les politiques qui sont menées, c'est plus de flexibilisation, c'est maintenant supprimer l'ISF, c'est ne pas mettre assez de moyens pour lutter contre l'évasion fiscale, etc., etc. Donc, ce que vous mais jamais la France, les dépenses sociales dans notre pays n'ont été aussi importantes. Jamais les dépenses sociales dans notre pays n'ont été aussi importantes. Jamais. Nous avons 1% de la population mondiale, 11% des dépenses sociales du monde. Encore heureux qu'on mette des moyens sur ce qui va nous servir à tenir face à une pandémie. Vous ne voulez pas qu'on affronte une pandémie comme le siècle dernier, où le quart de la population on n'avait pas de masque, on n'avait pas de respirateur et on n'avait pas de lit d'hôpitaux. Vous appelez ça être en ordre de bataille pour tenir face à une pandémie? Je pense qu'on est en train de sauver le minimum social qui a été fait au lendemain de la guerre en France, et que c'est comme ça qu'on a eu en fait le programme du comité de la résistance, qui était un vrai programme social, que depuis on essaye de garder un petit peu un minimum face à des attaques gouvernementales qui sont faites toutes couleurs politiques confondues. Et si on arrive à ce taux de pauvreté, c'est parce qu'on n'a pas arrêté de s'attaquer à la sécurité des contrats de travail. Alors, je me glisse un instant simplement d'une phrase sur un point d'histoire.
la protection sociale telle qu'elle existe en France aujourd'hui est infiniment plus ambitieuse que ce qu'avait prévu le Conseil national de résistance à l'époque. C'est l'une des choses qu'on a le plus... la sécurité sociale, c'est l'un des trucs qu'ils ont le moins osé attaquer. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un minimum de droits dans ce pays. Thérèse Argot. Je suis très sensible à ce qui est en train de se passer là, parce que finalement, on est en train de réagir face à une situation de crise et on a un peu deux énergies différentes, soit celle de protéger d'abord, ou bien aller dans la croissance et aller de l'avant. Et forcément, moi, je suis très sensible à votre argument qui est de repenser la croissance, de voir dans quel dynamisme on va être, d'aller de l'avant plutôt que d'être dans un repli sécuritaire qui me semble en fait pas être bon. D'abord bon pour le moral même, parce que je pense qu'on doit penser plutôt avec une énergie positive plutôt que d'être dans la logique de peur. Voilà, moi je pense que l'émotion de peur ne peut pas dicter nos comportements. Il faut aussi sortir de cette émotion-là pour aller plus largement se dire aujourd'hui... Vous parlez effectivement de sécurité, de dynamisme. Par exemple, les centaines de milliers d'assistantes maternelles qui n'ont aucun statut. Vous ne pensez pas que s'il y avait un service public fort de la petite enfance, des personnes dépendantes, des personnes en situation de handicap, avec des personnes qui ont de vrais salaires, qui ont de vrais horaires de travail respectables, etc., tout ça ne mettra pas du dynamisme, de la sécurité dans ce pays, parce que je peux vous dire que les secteurs qui travaillent, qui sont en train de faire tenir la société, et notamment dans les métiers du soin, du handicap, du nettoyage, etc., leurs conditions sociales, et même on s'est tellement attaqué à leur contrat de travail, à leur droit de travail, non mais madame, elles tiennent... Excusez-moi, mais alors, Rafik Smati. Je crois que de nous deux, je suis sans doute, pardonnez-moi, le plus social des deux. Parce que moi, je considère intimement que le modèle que vous êtes en train de défendre aujourd'hui, c'est celui qui a abouti à la casse sociale que nous connaissons aujourd'hui. Et en mettant l'État à sa place, en laissant les forces vives créer de la richesse, c'est la meilleure façon de détruire la pauvreté, de faire en sorte que nous parvenions au plein emploi aujourd'hui. C'est la seule façon. Ah ben, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position. On a 6 millions de chômeurs. Alors, on a 6 millions de chômeurs. Fatima Bennomar, Alain Duhamel, Thérèse Argot, Rafik Smati. On va voir ce que vous allez penser de la prise de position osée ce soir de Rafik Smati. Juste pour le plaisir d'être sûr que vous ne me sembliez pas convaincu, Fatima Bennomar. Pas convaincu. Hein. Bien sûr qu'il faut miser sur le quoi qu'il en coûte. Il faut arriver à avoir une population protégée et solide à la sortie de cette crise et qui pourra se relever, et qui pourra se relever aussi parce qu'on aura garanti ses droits sociaux. Alain Duhamel. Écoutez, compte tenu de notre échange, non, évidemment, je ne peux pas être convaincu. J'ai un certain plaisir d'ailleurs à ne pas être convaincu en l'occurrence. Thérèse Argot. Alors, moi justement, je suis plutôt convaincue. Je pense que j'aime ma façon dont vous abordez le sujet, ça me rejoint et je crois que justement ça donne une énergie positive dont on a besoin, cruellement besoin. Et puis alors, pendant nos 10 minutes de discussion, on a posé la question comme ça, question flash express sur Twitter avec ce « on arrête les frais » à la mode Rafik Smati. C'est un non à 70%, presque 71%. Vous voyez, donc désolé ce soir, Rafik Smati, vous n'avez pas remporté la mise. Quelque chose me dit comme ça. Non, il a complètement rappelé la mise. Ah non, peut-il encore durer? Non, pardon, c'est moi qui avais inversé, vous avez raison. Il est littéralement plébiscité au contraire. Effectivement, c'est un triomphe. Dans un instant, suite, merci d'avoir rectifié, suite de Qui va vous convaincre, avec les prises de position d'Alain Duhamel et de Fatima Bennomar, le pari risqué de Macron avec les mesures de freinage pour Alain Duhamel, et où est l'État dans la lutte contre le sexisme et les agressions sexuelles avec Fatima Bennomar. C'est l'affaire de 120 secondes et on se retrouve tout de suite. Suite de Qui va vous convaincre, nous sommes ensemble jusqu'à 21h, 4 personnalités, 4 prises de position. On va donner maintenant la parole à Alain Duhamel, éditorialiste BFM TV. Ne dites pas confinement, mais mesures de freinage. Le président Macron a choisi un pari risqué, ne pas renvoyer les Français chez eux, dans leur appartement, dans leur maison. Il leur fait confiance pour bien se tenir. Mais, car il y a toujours un mais dans ces cas-là, il peut y avoir des exceptions, des dérapages. C'est ce qu'on a vu à Marseille, au carnaval de la Plaine. Que voulez-vous? L'envie de sortir, l'envie de profiter, l'envie de soleil était plus forte. C'était la joie, c'est vraiment parti d'un moment de vouloir célébrer le printemps, de vouloir être ensemble. Parce que, comme vous le savez,
depuis un an, en fait, les rassemblements sont interdits et on le comprend. Hein, on n'est pas là pour être contre, mais à un moment, c'est le cri du cœur qui dit on veut se retrouver, on veut chanter, on veut danser, on veut jouer de la musique dehors, on veut se réapproprier l'espace public. Faire confiance aux Français, le pari risqué de Macron, Alain Duhamel, 90 secondes pour convaincre, c'est parti. Oui, chez Emmanuel Macron, il y a un pari gagnable qui est celui de la vaccination. Je ne dis pas gagné, gagnable. Et puis il y a un pari perdable qui est celui de l'assentiment des Français, de la responsabilité des Français. La surprise de la première année de cette pandémie, ça a été que les Français se sont comportés de manière beaucoup plus disciplinée que ce que tout le monde, les spécialistes entre guillemets, prévoyaient, et qu'effectivement il y a eu la peur, l'expérience, la nouveauté, bref, les Français ont joué le jeu. On voit aujourd'hui qu'il y a des tentations qui sont extrêmement différentes. On le voit à travers le carnaval de Marseille, qui est évidemment le paroxysme, puisque 6000 personnes, les unes contre les autres, sans masque, en tout cas sans masque anti-Covid, pendant cette période, se sont frottés pendant des heures, ce qui est dangereux pour eux, ce qui est dangereux pour leur entourage et ce qui est scandaleux pour le corps médical et tous ceux qui essayent de les soigner. Mais dans les sondages, on voit très bien aujourd'hui une forme, je ne dis pas d'abandon, mais d'assentiment moindre. Il se passe quelque chose comme un éloignement. Il se passe quelque chose comme une sorte de fatalisme. Il se passe quelque chose comme aujourd'hui, disons... l'abandon de la discipline comme priorité et le choix, la préférence pour retrouver un mode de vie plus agréable, même si en ce moment, il est épouvantablement dangereux. Fatima Benomar. En fait, moi, mon sentiment tel que je le vis comme n'importe quel citoyen, c'est qu'il y a des mesures qui ne visent qu'à rendre chaque individu un peu effectivement responsable de sa destinée. Mais c'est vrai que je ne vois pas, que ce soit dans ma vie privée ou sur mon lieu de travail, des dispositions qui sont assez fortes et assez dynamiques pour nous entraîner dans un mouvement. C'est-à-dire qu'on n'entend pas parler, par exemple, d'initiatives qui peuvent être prises, une grosse production de masques FFP2, les capteurs dont on entend parler dans les transports et dans le travail pour voir le niveau de CO2 de concentration. Niveau de CO2 qui a montré, paraît-il, son efficacité. Le fait de financer des hôtels pour mettre réellement pour briser vraiment les chaînes de transmission. Effectivement, selon les habitats des uns et des autres, c'est très très compliqué de briser les chaînes de transmission. Il n'y a pas d'alternative réelle à la question des cantines quand même, qui préoccupe beaucoup de parents. Il n'y a pas de production les purificateurs d'air. Il paraît même la NASA dit que c'est super efficace pour pouvoir... Donc en fait, quand on ne voit pas d'énormes initiatives, je peux témoigner que ce soit chez moi et au travail, on ne sent pas une mobilisation. On sent même un relâchement. On sent un relâchement et on ne sent pas qu'on est aidé. C'est de la faute de l'État. Alors si on se relâche, c'est la faute de l'État. Je pense qu'il peut y avoir des initiatives et des investissements qui soient visibles au-delà du débat précédent sur le quoi qu'il en coûte, pour qu'on se sente entraîné par des dispositions. Oui. Et c'est là, la seule chose qu'on a au travail, c'est n'oubliez pas de vous mettre à quelques mètres les uns des autres et de porter votre masque. Bon, je pense que vous caricaturez un peu quand même. D'une part, la façon dont l'État, donc le gouvernement, s'est expliqué sur ces nouvelles mesures depuis le week-end dernier, on ne peut pas dire que ce soit extraordinairement mobilisateur, extrêmement clair et même extrêmement audible. Et donc, de ce point de vue, c'est malheureusement assez dissuasif. Parce que la communication gouvernementale depuis le week-end, c'est une machine à déresponsabiliser les Français parce qu'ils se diront on n'y comprend rien. Vous ne croyez pas aux dedans avec les miens et dehors citoyens? Absolument pas. Ça, c'est bizarre. Alors, absolument pas. Je trouve même ça ridicule. Ouais. Bon. Je partage votre point de vue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne faut pas faire confiance aux Français. Vous, la Belge, ne faites pas confiance aux Français. Moi, j'habite en France, donc je dois obéir au président que je n'ai pas élu. Mais ce qui est important dans ce que vous dites là, c'est que on est en période de crise. On a besoin d'un chef. On a besoin de quelqu'un qui décide. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Macron, notre président, a du mal à prendre une décision. En fait, il veut plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il sait très bien que s'il disait je crois pas qu'il ait du mal à prendre des décisions. Je crois qu'il a du mal, ce qui est autre chose, qui est un autre défaut. Je crois qu'il a du mal à
partager les décisions. Ah, peut-être. Ah oui, mais c'est pas la même chose. J'entends votre point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les faits qu'on peut ressentir, c'est vrai qu'il y a un flou. On ne sait pas. Moi, je ressens tout à fait le relâchement dont vous parlez. Enfin, il est ultra visible. On le voit. Donc, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. C'est tout à fait visible. Et c'est vrai qu'on a besoin de clarté dans ces moments. Le problème, c'est que quoi qu'ils prennent comme décision, ça va hurler d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que de confiner, les gens sont à bout. Et puis, il y a des conséquences graves aussi sur la santé mentale, dont on parle de plus en plus et dont il faut parler parce que c'est très grave. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré les dernières décisions, voilà. c'est évident. Et en même temps, c'est à moitié. Et en fait, entre nous, moi j'en discute beaucoup avec aussi les gens que j'accompagne, me disent, en fait, c'est pire l'entre-deux. Le flou, c'est pas facile de se positionner dans un espèce de flou où on est à moitié. Psychologiquement, c'est pas facile parce qu'on sait plus. Non, mais c'est vrai. On avait la force au début parce qu'il y avait quelque chose d'un peu... La peur au début. La peur, oui, mais en même temps c'était clair, on savait ce qu'il fallait faire. Et quand c'est pas clair, eh bien ça introduit des sentiments un peu d'insécurité et de déprime qui s'installent. Mais vous avez raison, on voit très bien que au départ, il y avait la priorité absolue à la santé. Oui. Puis ensuite, on a vu apparaître, oui, mais il y a l'économie, deuxième facteur. Et puis troisième facteur, il y a eu l'apparition, qui aujourd'hui joue un rôle très important, du moral des Français, du mental, des mentalités. Attendez, j'ai presque fini. À partir du moment où cette question-là s'est posée, les décisions qui ont été prises, les dernières décisions qui ont été prises, c'est en permanence un compromis entre la santé nécessaire, l'économie souhaitable et la responsabilité. Un mot, Fatima, et effectivement, juste la question du moral, mais aussi la question des questions très très matérielles. C'est-à-dire que moi, j'entends beaucoup de mamans qui vraiment ont très très peur de cette question des cantines, par exemple, et des risques que prennent leurs enfants à l'école. Et il y a des familles nombreuses qui, quand il y a quelqu'un qui est confiné chez eux, enfin c'est l'horreur, surtout quand ce sont des milieux populaires avec des petites maisons. Donc faire isoler quelqu'un à l'hôtel, c'est un vrai enjeu, plutôt que de voir notamment des grandes familles avec papy et mamie à la maison, on n'est pas encouragé par en plus les conditions matérielles. Rafik Smati, c'est risqué de faire confiance aux Français? Moi je crois que je tire un coup de chapeau aux Français. Je crois que on a beaucoup enduré depuis un an, comme tous les peuples du monde, et c'est un petit peu facile de transférer toute la responsabilité de ce qui est en train de se passer sur un relâchement des Français. Mais qui fait ça? La réalité, qui fait ça? Non, mais la réalité, je vais pas du tout. Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ça n'est pas du tout ce que j'ai dit. Non, là, je vais vous dire, je vais donner une explication de ce que vous décrivez. C'est l'absence totale de lisibilité et de cohérence. Oui, c'est ça. Sans lisibilité, sans cohérence, vous cassez la confiance. Et je peux vous donner quelques exemples très simples. Je peux aller déjeuner samedi prochain à Madrid en faisant un test PCR, mais on ne peut pas aller dans une maison de campagne. Que vous ayez un motif impérieux d'y aller. Je peux acheter un tapis de jardin, parce que les accessoires de jardin, on peut les vendre, mais je ne peux pas acheter un tapis de salle de bain. Je peux visiter une maison de vente aux enchères, mais je ne peux pas aller dans une galerie d'art. C'est toutes ces incohérences mises bout à bout, et je ne parle même pas du couac monumental sur l'attestation que le monstre technocratique a touché avec les 15 points, avec un Emmanuel Macron qui est censé être celui qui décide. Donc c'est pour ça que les Français sont paumés? Oui, mais ça brouille le message. Oui, le message de mars... C'est bon, le message depuis un an, on sait quand même ce qu'on a à faire. Le message de mars, c'était quoi? C'était on est en guerre. Oui, on est en guerre, on était tous en guerre. Bon, alors, le message de novembre, c'est on va faire attention, mais on va essayer de faire tenir l'économie. Ok, le message est clair. Là, c'est quoi le message aujourd'hui? C'est quoi? Donc c'est pour ça qu'on fait ce qu'on veut, c'est pour ça que c'est la fête au village? On est un petit peu en guerre, on veut un petit peu sauver l'économie. C'est un pataquès, il n'y a aucune cohérence et les Français doutent et ils ont bien raison. D'abord, la cohérence, c'est la politique d'accélération de la vaccination, qui est quand même le b.a.-ba. Ah bah on est d'accord. C'est quelque chose qui, rationnellement, doit pouvoir réussir. On est d'accord. Bon, alors c'est quand même ça. Et c'est pas la faute du gouvernement, c'est la faute de l'Union européenne, de la Commission. Bon, ça c'est quand même le pilier de la politique actuelle, on peut pas dire le contraire. Bon, alors ensuite sur la communication, etc., je l'ai dit moi-même, c'est lamentable, c'est d'ailleurs bizarre. Oui, mais ça casse la confiance, c'est d'ailleurs, Lionel. je sais, bah oui. Mais quand on regarde les sondages qui sont faits sur l'état d'esprit des Français, on voit, ils n'ont absolument pas envie d'un reconfinement autoritaire, pas du tout. Et à ce moment-là, il y aura, et d'ailleurs les psychiatres, les psychologues, etc., le disent tous, un risque, des risques très compliqués, en particulier pour les adolescents et même pour les enfants. Donc c'est un risque qu'on n'a pas le goût de prendre. Et qu'est-ce qu'on propose d'autre? On propose de mauvaises explications. Au fond, on devrait dire en ce moment, on parie sur le vaccin, et pour le reste... soyons le plus disciplinés possible et essayons de l'être volontairement. En venant ici, c'est au début de l'après-midi,
devant l'église d'Alésia, j'aperçois 4 personnes qui avaient l'air extrêmement sympathiques avec leur masque. Elles s'aperçoivent elles-mêmes, elles se reconnaissent, elles tombent dans les bras les uns des autres, ils enlèvent tous les 4 leur masque et ils s'embrassent comme du bon pain. C'était extrêmement sympathique. On avait l'impression que c'était le monde d'avant. On avait l'impression que c'était une page de Pagnol. Bon, mais l'ennui, c'est que c'est très exactement ce qu'il ne faut faire à aucun prix en ce moment. Et ça, les Français, même perturbés, les Français, même malheureux, les Français, même ayant subi des épreuves, ce qui est incontestable, depuis un an, sont quand même intellectuellement capables de le comprendre. On y va voir ce que vous avez pensé de la prise de position d'Alain Duhamel. Est-ce que c'est risqué de faire confiance aux Français, Thérèse Argot? J'aime pas la façon dont la question est posée. J'aurais envie de dire évidemment non, c'est pas risqué de faire la manière dont je la pose. Mais par contre, j'étais d'accord avec votre argumentation. Alors je sais pas très bien ce qu'il faut répondre dans ces cas-là. Donc d'accord avec votre argumentation. Par contre, on peut faire voilà, c'est dans la façon. La question n'est pas de moi. Hein. Voilà, non, c'est nous. Mais est-ce que vous faites confiance aux Français? Alors on peut faire confiance aux Français quand le plan d'action est clair. Voilà. Et vous avez expliqué que c'était pas clair, la vaccination, et puis après on fait confiance dans la façon d'avancer. D'accord. Bah vous êtes plutôt convaincu par l'argument d'Alain Duhamel. Rafik Smati. Ne dites pas que je ne suis pas confiance aux Français. Je suis fondamentalement attaché au principe de liberté et de responsabilité. Je crois que oui, il faut faire confiance aux Français sans réfléchir. Et s'il y a un problème, c'est un problème de communication. D'ailleurs, vous l'avez dit, donc je ne sais pas trop quoi voter. Je suis d'accord avec l'argumentation, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il ne faille pas faire plaisir aux Français. Donc je vais voter non, allez. Fatima Benomar. Je pense qu'on peut absolument faire confiance aux Français du moment qu'ils peuvent s'appuyer sur une façon dont ils pourraient organiser leur vie tout en faisant avec les mesures sanitaires et quelle que soit leur classe sociale et quelles que soient leurs conditions matérielles d'existence qui ne sont pas les mêmes. D'accord, convaincu? Oui, on peut faire confiance aux Français. Oui, on peut faire confiance, donc non en fait. Alors, on va revenir aux affaires de harcèlement et d'agression sexuelle. On a posé la question, attendez, parce qu'on me dit que sur Twitter, on a fait un petit test express, savoir si c'était risqué ou jouable de faire confiance aux Français. C'est risqué à 63%. Jouable 36%, donc c'est plutôt encore dans votre sens. Pourquoi plutôt? C'est très clairement Alain Duhamel. On va revenir à 70%. À l'affaire de. On va pas jouer à la ça, personne n'est capable de telle prouesse. On va revenir à l'affaire de harcèlement et d'agression sexuelle. Pierre Ménès, et elles sont légion depuis des semaines et des mois et même des années. Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur, en charge de la citoyenneté, elle tenait à rappeler que, à travers ces affaires qui deviennent très médiatique et quel que soit le cas ou la gravité, il y a la loi, toute la loi, rien que la loi. Embrasser une femme ou un homme au demeurant de force, sans son consentement, ou attraper les fesses, comme cela a été dit, d'une personne, eh bien c'est une agression sexuelle quand ce n'est pas consenti, évidemment, et donc il y a une peine qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Nous parlons de choses graves. Ce n'est pas rigolo d'agresser sexuellement des gens, y compris sur leur lieu de travail. Donc l'État, elle l'incarne, Marlène Schiappa en tant que ministre, elle rappelle la loi, mais l'État doit aussi jouer son rôle dans ces affaires. Fatima Benomar, c'est à vous, 90 secondes. Effectivement, maintenant, ça fait 3 ans que le mouvement MeToo a été lancé et où des femmes ont parlé de ce qu'elles expérimentent. Mais à chaque fois, on ne débat qu'à l'aune des scandales qui sont portés par des victimes. Il a fallu qu'une ancienne petite victime du pédocriminel Matzneff grandisse et écrive le bouquin Le consentement pour qu'on se rende compte de ce qui crevait les yeux. Il a fallu qu'une proche d'Olivier Duhamel grandisse et fasse ce livre La Familia Grande pour qu'on parle enfin de l'inceste. Il a fallu que cette femme réalise ce documentaire Je suis pas une salope pour qu'on parle du profil, on va dire, de Pierre Ménès. Mais à chaque fois, l'énergie du débat, c'est on va trop loin, on peut plus rien dire, et ça court-circuite pour moi le débat qui peut pas s'épanouir dans le débat public. Nul n'est censé ignorer la loi, et pourtant Pierre Ménès, même s'il a changé un peu de ton face au scandale, il le dit dans le documentaire, il le dit que s'il pouvait, il le recommencerait. Il dit que, il y a 5 ans, ça passait crème, alors qu'il y a 5 ans, c'était déjà répréhensible, c'était déjà un acte répréhensible, et il ne semble pas craindre les risques juridiques qu'il prend quand il dit qu'il recommencerait. En fait, MeToo est la pallier à une indifférence dans la société à ces questions et une démission de l'État. Il y a des lois, elles sont méconnues, elles sont bafouées tous les jours. Parce qu'on ne voit pas l'État, on ne voit pas les pouvoirs publics, on ne voit pas la volonté politique pour faire en sorte que vraiment une agression sexuelle et du harcèlement sexuel soient condamnés.
On est dans la grande cause nationale contre les violences faites aux femmes. Où est le programme contre le sexisme à l'école, qui est notre première revendication, pour qu'on puisse enfin lever toutes les ambiguïtés sur la question de ce qui relève des violences, du consentement? Où sont les grandes campagnes publiques permanentes de prévention à la télévision, à la radio, sur Internet? Où sont les moyens donnés à l'inspection du travail pour vraiment sanctionner les entreprises qui n'ont pas de plan de prévention pour les victimes? Et où sont les formations annuelles obligatoires de tous les salariés et les représentants du personnel pour enfin combattre ce fait qui sont massifs? Alors, Rafik Smati? Tous les faits que vous décrivez, vous avez évidemment raison, il y a un problème et il faut les prendre à bras-le-corps. Là où j'ai une divergence fondamentale vis-à-vis de vous, c'est que vous dites que l'État doit en faire plus. Moi, je suis globalement, vous l'avez compris, favorable à ce que l'État en fasse globalement moins dans la société. Et je crois que ce n'est pas à l'État de s'immiscer dans tout. L'État, c'est un législateur. Il y a déjà un certain nombre de lois. Vous avez une plateforme en ligne qui permet de faire des signalements. Donc j'ai envie de vous dire, l'État a fait le job. C'est peut-être la société qui n'a pas fait le job. C'est la société, c'est la nation. Et c'est la raison pour laquelle tous ces débats que nous traversons en ce moment sont extrêmement intéressants, parce que ça contribue, ça procède de cette sensibilisation collective. À chaque fois qu'il y a, par exemple, vous parliez du livre tout à l'heure de Camille Kouchner, c'est très bien, parce que il y a eu un avant et un après. Il faut faire ça à chaque fois. Mais oui, il faut faire ça à chaque fois. C'est la société qui doit faire bouger les lignes. L'État, je crois qu'il a suffisamment de choses à faire dans notre pays. Et il le fait mal. Donc laissons-le à sa place et faisons en sorte que ça soit la société qui prenne le relais, la société civile, les associations. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Thérèse Argot. Mais je vous rejoins directement parce que je partage votre constat. Vous avez raison, il faut faire des choses. Et c'est vrai que c'est sur la question de l'État. Je suis extrêmement sensible à tous les arguments que vous avez avancés, puisque là encore ce week-end, je vais former une cinquantaine de professionnels qui sont en charge de jeunes pour parler justement de faire l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il faut savoir que normalement, chaque enfant du collège jusqu'à la terminale est censé avoir 3 interventions par an. Qui le fait? Quasi personne. Et c'est un énorme problème parce qu'on va résoudre ces problèmes-là par l'éducation, évidemment. Mais alors, au lieu d'attendre d'avoir une subvention de l'État qui me permettrait de subventionner mon association où je pourrais faire ça, eh ben, je me suis lancée. Et c'est pour ça que je vous rejoins là, c'est qu'à un moment, comment, avec nos compétences et ce qu'on est, on peut transmettre et contribuer au bien commun. Et les 50 personnes qui vont venir à ma formation, je vais leur transmettre ce message-là. Je vais dire, n'attendez pas passivement qu'on vous donne l'argent pour créer des choses, créer des mouvements. Et en fait, c'est ce dynamisme-là qui va, à mon avis, changer le monde, va changer une personne à la fois. Moi, je fais ça depuis 2009, vous allez toucher 50 personnes et c'est très bien. Non, je dis là, parce que, attendez, je fais ça plusieurs fois par an en permanence. Mais à un moment, on a une république avec liberté, égalité, fraternité. Oui. En quoi c'est problématique que l'État inculque un minimum aux personnes? C'est trop long. D'abord, c'est trop lent. Qu'est-ce que c'est que le consentement, etc. L'État est déjà mobilisé, mais ce sera toujours des femmes qui ont déjà les moyens d'avoir une belle plume, d'écrire. Mais toutes les victimes de Matzneff qui sont dans leur coin et qui ne peuvent pas faire monter ça. Ce qui est d'abord, c'est très touchant parce que le témoignage de ces femmes, elles le disent, que comme elles sont dans cette situation où elles ont reçu beaucoup de par leur éducation et tout ça, comme elles se doivent d'écrire pour toutes celles qui ne peuvent pas le faire. Donc il y a quand même quelque chose aussi là qui est de leur contribution au bien commun. Et simplement, ce que je veux dire par là, c'est que on doit plutôt encourager en disant voilà les faits, il y a des combats, il y a des choses à transformer dans notre société. Qu'attendons-nous? Et ne soyons pas seulement dans une attitude de passivité, créons des choses, créons. Moi, je suis plus pour l'innovation. De la société civile. Je suis plus pour l'innovation et pas la passivité. Je peux vous assurer que sur mon lieu de travail, il y a très peu de personnes qui savent exactement ce qui relève du harcèlement sexuel ou d'une agression sexuelle. Et quand ils entendent qu'une main aux fesses est une agression sexuelle, ils tombent des nues. Mais c'est pas à l'État. C'est pas à l'État de le respect. Alain Duhamel. Moi, je pense qu'on est dans une phase qui ne fait que commencer, là encore, d'éveil. Il y avait avant ce qui se passe aujourd'hui, se passait évidemment avant, même de façon encore pire. Bon, il se trouve que aujourd'hui, l'évolution de l'information, et en particulier de la spectacularisation de tout ce qui est interdit, impossible à défendre, criminel. Aujourd'hui, ça s'exprime librement. Ça n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Et à partir du moment où les problèmes sont posés, à partir du moment où les problèmes sont exprimés longuement et sont décrits dans le détail, jour après jour, dans les médias, à partir de ce moment-là, on entre dans une phase d'éveil. Et cette phase d'éveil, évidemment,
Ah, mais ça ne se fera pas en un an. Mais va jouer sur les comportements. Alors s'il s'agit de dire que en plus ce qui est fait au sein du système scolaire, et en particulier d'ailleurs avant 10 ans, est insuffisant, je suis d'accord, c'est insuffisant. Donc l'État doit en faire plus. Mais je pense qu'il faut... Comment faire plus? Il faut déjà que si, par exemple, dans les programmes, certaines choses sont prévues, justement, de l'éveil aux questions qui se posent, que ces programmes soient respectés. On sait très bien que ça n'est pas vrai. Donc, il est possible de progresser. Mais surtout, on est entré dans une mécanique qui fait que aujourd'hui, on ne pourra plus esquiver ces problèmes. Franchement, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, les copines des militantes féministes des années 70, elles disaient vraiment ça. Elles disaient, on avait l'impression que c'est bon. Le débat était devenu central, la question des droits des femmes. Et on pensait que c'était acquis et que toutes les générations d'après allaient construire sur cet acquis-là. Or, il y a eu un vrai vide après, dans les années notamment 90. Plus personne ne parlait de la question des droits des femmes, des viols, de tous les collectifs qu'elles avaient créés dans les années 60 et 70. Et là, ça n'a pas commencé avec MeToo. Bien avant, il y avait des journalistes qui ont créé le collectif Prenons la Une pour parler de ces violences et du harcèlement sexuel. Mais ça ne suffit pas. Il a fallu que des enquêtes journalistiques, comme vos confrères du Monde, fassent des enquêtes pour que l'affaire PPDA éclate. Donc à chaque fois, nous, on se remobilise, on remonte les créneaux, mais à un moment, il va falloir que l'État, la superstructure de l'État, prenne le relais. Non, c'est la société, on n'y arrivera jamais alors. Ou au contraire, on n'y arrivera jamais. Attendez, c'est fini. C'est la société qui est en train, sur cette question, de se prendre en main publiquement pour la première fois. Alors, voyons ce que vous avez pensé de la prise de position de Fatima Benomar. Alain Duhamel, l'État doit en faire plus, il doit jouer son rôle? Non, c'est la société qui doit faire plus. Je dirais exactement la même chose. C'est la société qui doit faire plus et elle le fait en ce moment. Il faut l'encourager. Donc pas convaincu, Rafik Smati. C'est non. Je déteste ces discours qui font qu'on en appelle toujours à l'État. C'est à la société de faire en sorte le nécessaire et de bouger, et elle le fait. Donc 3 pas convaincus. Mais désolé, Fatima Benomar, mais j'ai bien compris que sur le fond, tout le monde était d'accord. C'est juste sur qui doit prendre de l'État. Bien sûr. Non, on n'est pas d'accord. Si on est d'accord qu'il faut mettre en place des choses, on est Alors, et on a posé un petit sondage express aussi sur Twitter, rapidement. Effectivement, est-ce que l'État doit jouer son rôle? L'État doit en faire plus? Eh bien, c'est non, là encore, à 79%. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est tranché. On continuera à nous mobiliser parce qu'on ne va pas s'épuiser toute notre vie, les féministes, à porter ces débats. Il va falloir les garantir dans le droit et dans la loi. Dans un instant, le dézoom avec Aurélie Cast. On se retrouve demain, coup d'envoi du 120% News à 19h et qui va vous convaincre à 20h. Bonne soirée sur BFM TV.